Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, sur ce live métier. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Amziane et je suis animateur chez MyFuture. C'est donc moi qui vais animer, ce live et en fait, qu'est-ce que c'est MyFuture? C'est une entreprise sociale qui aide les jeunes à s'orienter, dans le milieu pro, et scolaire et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un live métier, c'est-à-dire qu'on va passer 50 minutes avec un professionnel pour découvrir, son métier et peut-être, réveiller des passions chez vous. Et aujourd'hui, on reçoit Hervé. Hervé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je t'entends et je te vois. Co Bonjour, Amé. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci beaucoup. Super. Alors, moi, je te connais à peine, mais on va te découvrir au cours du live, mais ceux qui nous regardent te connaissent pas du tout. Est-ce que tu peux te présenter, de manière très rapide, à savoir, tu vois, ton nom, ton prénom, là où tu habites, quel est ton métier, et où tu travailles? Eh bien, je suis Hervé Delumeau. Je travaille, j'ai créé mon atelier Hervé Ébéniste il y a maintenant 12 ans, qui est installé maintenant au Viaduc des Arts, en plein cœur de Paris, Paris 12e, proche de la Bastille, pour ceux qui, voilà, qui veulent bien voir où se trouve. On a la chance d'avoir un très bel atelier dans un endroit historique sous des arcades, si vous les voyez, qui sont juste après la place de la Bastille. Euh, J'habite Paris également, donc on a la chance justement de pouvoir travailler dans Paris et de faire notre métier, ce qui n'est pas toujours évident. On a un métier où il faut beaucoup de place avec les machines et donc ben, des fois on est plus derrière le périphérique, mais ici on a un lieu qui a été recréé par la ville de Paris pour justement garder l'artisanat à Paris. Et puis on a cette chance aussi d'avoir une très grande vitrine. Je dis ça parce que du coup, ça permet aux gens de pouvoir nous voir travailler, hein, et c'est un plaisir tous les jours, notamment de voir les enfants, les jeunes, et puis aussi les adultes qui nous regardent travailler à l'établi. C'est un moment c'est toujours des petits moments comme ça, mais en fait, c'est des moments de partage qui sont très importants. On aime ça. Donc si je comprends bien, en fait, tu as ta propre société, mais Oui. tu nous as pas encore expliqué ce que veut dire ébéniste. Ah, ébéniste. Alors ébéniste, c'est une grande histoire. En fait, à la base, il n'existait que 2 corporations, les menuisiers et les charpentiers, les gens qui travaillent le bois et surtout D'accord. le travail de bois massif, donc le bois massif qui vient d'un arbre, hein, donc voilà. À l'époque de Louis XIV, on a commencé à importer des essences rares qui venaient qu'on n'avait pas localement, qui arrivaient par bateau des îles et d'autres pays. Et puis, il y a eu des essences aussi qui étaient dans qu'on n'avait pas en grosse masse, comme un arbre de chêne, par exemple. Quand tu dis des essences, qu'est-ce que c'est, par rapport au bois? Et des essences, c'est différents types de bois. Donc, D'accord. voilà, donc à cette époque-là, on travaillait l'ébène qui venait en fait des îles, le palissandre, on a apporté plein, plein, plein d'essences qu'on n'avait pas localement. Et Donc, puis, l'essence, c'est des sortes de bois et c'est là, des tu as sortes de cité bois, oui, pardon. l'ébène et le palissandre. Palissandre, après on en a plein, 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 hein, donc D'accord, voilà, et le padouk, voilà, un peu tous les d'accord. et donc à cette époque, du coup, on fabriquait beaucoup de petits cabinets, pour, où on mélangeait des essences, on mélangeait l'ivoire, on ouvrait, par exemple, la coiffeuse, et puis on avait un intérieur, habillé différemment, ou le bureau, le secrétaire, hein. À l'époque, on ouvrait le secrétaire ou Ouais. alors on avait des secrétaires à rouleau, ça existe toujours, hein, mais voilà. Et à l'intérieur, on avait une surprise avec justement des essences, des mélanges de couleurs, et à cette époque-là, eh bien, il y avait que ces 2 corporations. Et Louis XIV a décidé de scinder, en fait, et de créer une nouvelle corporation. Et comme à l'époque, on travaillait beaucoup l'ébène, justement dans les petits cabinets, eh bien, et que c'était un bois qu'on plaquait, il a créé un nouveau métier qui s'est appelé l'ébéniste, Ouais. pour les gens qui fabriquaient en fait que du mobilier et qui utilisaient bah, beaucoup les essences plaquées, les essences rares qu'on a justement en fine couche et qu'on vient coller sur une surface de bois
pour créer un motif, pour créer justement une surprise. Et c'est à partir de ce moment-là où le métier a été créé. Ce qui veut dire que, par exemple, un ébéniste, il est vraiment concentré sur le mobilier. Et on est toujours sur cette fonction et sur cette définition, en fait, qu'a créé Louis XIV. Par exemple, si on prend un exemple très concret, le menuisier va apprendre, par exemple, à fabriquer des portes et des fenêtres. Euh, Mmh. eh bien, l'ébéniste, dans sa formation, n'apprend pas du tout à faire ce genre de choses. Lui, par contre, l'ébéniste va apprendre à travailler du bois plaqué, à faire des frisages, à faire des motifs. Le frisage, c'est faire Qu'est-ce que c'est du bois plaqué exactement? alors, le bois plaqué, c'est en fait une fine couche de bois qu'on va D'accord, venir coller, appliquer sur un autre bois ou un support moins noble, mais en fait qui ne se voit pas, qui est le support intérieur. je comprends très bien. Donc en fait, il y a une base et vous, vous allez apporter un peu, comment je pourrais dire? Est-ce que On va c'est venir enrichir cette base. voilà, en fait et tu donnes une apparence aussi. Une apparence, comment dire? Subtile parce que c'est un bois qui est quand même, plus rare de ce que je comprends. Ça peut être un bois plus rare, ça peut être aussi, Ouais, on ne travaille pas que de l'exception, ça peut être aussi du chêne plaqué, hein, si on ne d'accord, travaille pas en massif, ça peut être du noyer plaqué, hein, c'est les essences qu'on travaille beaucoup, hein, notamment le chêne. Le chêne, c'est un bois qu'on a beaucoup en France, notre chêne est très beau, heu, d'accord. il est très envié à l'étranger et il est beaucoup aimé par les Français. Donc c'est un bois qu'on travaille beaucoup. Après, sur certains meubles, on va chercher des essences qu'on n'a pas localement, et du coup, ben, on va évidemment là, dans ces cas-là, c'est plus des meubles un peu plus entre guillemets «d'exception» où les gens aussi, se font plaisir, pour créer justement avec nous, un meuble particulier. D'accord, bah, je vois déjà, beaucoup de gens qui, réagissent dans le chat. Bonjour à tous, bonjour Mikado, bonjour Laura. Juste pour résumer, on est avec Hervé qui est ébéniste, qui nous explique que c'est, un des métiers du bois très particulier puisque vous travaillez la surface, du mobilier. Donc si je peux résumer un peu, grossièrement parce que comme ça on va pouvoir avancer et on va rentrer dans le détail avec toi, juste après. D'ailleurs, on va y aller tout de suite, si tu me le permets, sur la slide suivante qui nous explique un peu, bah, le métier dans toute sa généralité. Je crois que tu ne t'es pas concentré sur ton métier, mais sur le métier de tous les gens qui travaillent avec toi, c'est ça? Oui. Et ben, je vais te laisser commencer à nous l'expliquer, bah, là, je te laisse la parole. Alors, hem quand on parle du métier d'ébéniste, souvent, on pense uniquement à l'établi et à la fabrication. Évidemment que c'est une étape très importante, mais il n'y a pas que ça. Avant de fabriquer, il va falloir dessiner. Heu, il va falloir, il faut savoir que l'on fabrique pour des clients, hein, Ouais, et donc c'est des clients qui nous passent commande. Alors ça peut être, des clients, ça peut être également, des architectes d'intérieur, des décorateurs, heu et selon justement si le client a un architecte, décorateur ou pas, il y a quelques étapes en fait, que nous on réalise. Quand on va d'abord écouter le client, essayer de comprendre ce qu'il souhaite, et à partir de là aussi, essayer de rentrer dans son ambiance, comment c'est chez lui, pour pouvoir justement lui proposer des matières. d'accord. À partir de là, on va commencer avec le client à se mettre autour de la table, à prendre le bloc, le crayon, on n'oublie jamais notre crayon, et à dessiner. Donc évidemment, dans notre parcours scolaire, on apprend également à dessiner, hein, dessin à main levée, et puis on va commencer à dessiner à main levée un premier projet avec le client. À partir de là, on sort également des échantillons pour arriver à créer le meuble qui s'intégrera bien dans l'ambiance du client et puis surtout d'écouter le client, hein, pour savoir ce qu'il souhaite, et si ça correspond bien aussi à ses attentes, hein. Parce qu'il y a le meuble, il faut qu'il soit joli, mais en règle générale, le meuble, hein, il a toujours une fonction, hein. Donc Ouais, voilà, est-ce que le client souhaite ranger? Est-ce que le client souhaite avoir un bureau pour travailler? Est-ce qu'il travaille? On ne va pas concevoir
le bureau de la même manière si le client il travaille 1 heure par jour sur ce bureau ou s'il va y passer 8 heures de ses journées. Dans ces cas-là, on rentre beaucoup plus dans le détail pour que le meuble réponde totalement en fait à la fonctionnalité du client. Il y a, voilà, des exemples, un autre exemple très concret, ça va pouvoir être par exemple une armoire, un dressing. Ben, tout le monde ne range pas de la même manière. Est-ce que Ouais. vous mettez vos chemises sur un cintre ou est-ce que vous pliez vos chemises et vous les mettez dans un tiroir? Voilà, et ben tout ça, il faut commencer à l'appréhender en amont avec le client et puis on va commencer à crayonner et puis à faire en sorte que ça corresponde bien en fait à son besoin. Cette première étape, elle est très claire, mais j'ai déjà une question dans le chat. On va en avoir, hein, Ah ben, souvent. avec plaisir. Comment apprendre à dessiner? C'est grâce à la pratique ou faudrait apprendre dès le jeune âge? Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est une question de Laura. Alors moi, je pense il faut dessiner tous les jours. Alors évidemment, on l'apprend dans notre formation, hein, la formation d'ébéniste, a également, des cours de dessin, donc on l'apprend. Mais il faut tous les jours dessiner pour que ça commence à venir. Il faut pas forcément il y a des gens qui savent dessiner dès le plus jeune âge et qui sont très doués, il faut pas vous inquiéter si vous avez pas ce coup de crayon au départ. Je me souviens, moi je l'avais pas, j'avais pas ce coup de crayon et je me souviens quand j'avais passé un entretien, mon premier entretien à l'école Boulle, justement, j'en faisais un peu un complexe en disant: «Je suis désolé mais je dessine pas très bien» et il y avait quelqu'un qui m'avait répondu, de l'école en me disant: «Ben, c'est pas grave parce que de toute façon, tu es là pour apprendre. Donc, tu sauras dessiner quand tu sortiras de l'école. Donc, vous voyez, il Ouais, faut pas se stresser. Après, le prof de dessin, il disait bien souvent, tous les jours, prenez 10 minutes, un quart d'heure. il faut Vous pratiquer. vous asseyez, vous prenez un bloc et vous dessinez ce que vous avez devant vous. Voilà. Mmh. Pas, pas chercher un sujet, pas, voilà, vous dessinez ce que vous avez devant vous. Mmh. Et je me souviens que moi, ça avait un peu du mal à venir. C'était un peu difficile. Et pourtant, un jour, voilà, parce qu'on a aussi des visites dans les musées avec l'école, et puis on s'installe dans le musée, et puis on commence à crayonner bah, ce qu'on a devant nous, une statue, un meuble, voilà. Et puis un jour, la bonne surprise, je regarde mon dessin et je regarde ce que j'avais devant moi et je me dis: «Ah là là, ça commence à ressembler à ce que j'ai devant moi, là, c'est dingue Ouais. ça». Voilà, donc mais c'est la pratique, donc en fait, si on pratique, ça finit par venir. Et tu avais une passion particulière pour le dessin ou tu penses qu'il faut pas nécessairement avoir cette passion, pour le dessin? Pas forcément. Je pense Pas que forcément, c'est pas ça la finalité finalement, c'est peut-être un outil pour travailler. c'est un outil pour travailler, ouais, et pour Ouais. se faire comprendre, Oui, aussi, heu, oui, parce qu'on dit toujours, hein, avec une image et donc là, avec un dessin, avec des coups de crayon et puis vous expliquez au fil de l'eau que vous dessinez. Comme ça, le client, en fait, rentre avec vous dans le projet et ça, c'est très important et on le construit et puis vous avez une gomme, hop, cloc, un petit coup de gomme, cloc, je redonne un coup de crayon, voilà. Ça se passe très, très bien, en fait, hein. et une autre question dans le chat par rapport à ça, est-ce que, toi personnellement, tu as déjà raté des dessins où le client n'était pas satisfait? Oui, ça peut arriver en fait Bien sûr. qu'on n'a pas bien, on n'a pas bien compris, ou alors on est parti dans son truc. On croit avoir compris et puis en fait on fonce tête baissée et Ouais. puis on y va et puis, à la fin le client dit: «Ben non, c'est pas ça que je voulais». OK, pas de souci. Alors dans ces cas-là, hop, Bah, j'imagine qu'un bon ébéniste, c'est aussi quelqu'un qui dit: «Ah ben, OK, on reprend, on refait» et voilà là, enfin qui sait se remettre en question aussi parce que c'est vous cherchez en même temps que le client aussi parce qu'il s c'est ça. le ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça et puis on n'a jamais 100 de raté dans le dessin. Donc, Oui, il y a quelques idées qui sont bonnes et là, on échange. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? On garde oui. que ce qui a plu et puis après, bah, hop, on repart sur cette idée de base et hop, c'est reparti. En règle générale, franchement, en règle générale, allez, premier coup de dessin, deuxième coup de dessin, voilà, on est pratiquement au projet final. Après, il reste à finaliser. Bon, voilà, les couleurs, les mises en teinte, ça, c'est l'étape d'après, mais on a la bonne idée, parce que justement, il faut savoir écouter le client. Ça, Mmh. c'est très important.
OK, très bien. Eh ben, écoute, je te laisse continuer sur le 2e segment qui est Ah bah le oui, devis parce que pour là, le oui, client. c'est vrai qu'on a on est passé au deuxième. Ah Je bah me ouais, voilà, bon, bah, alors après, forcément, il y a la partie devis. Ça, c'est bon, c'est le côté moins sympathique, hein, je vous dis, bon voilà, oui, c'est pas du tout créatif, mais bon, il faut le faire, hein. ouais. On va commencer, bah, à partir de notre dessin. On va le remettre en plan déjà, hein. Donc là, à partir de là, on va travailler, sur un logiciel. Ça aussi, on apprend à l'école, hein, vous inquiétez pas. Donc on apprend à utiliser les logiciels de CAO et de DAO, pas de problème, les outils, hein, voilà, alors je ne sais pas si j'ai le droit de donner des noms de logiciels, je peux ou pas? Oui, tu peux, OK, oui, oui. voilà. AutoCAD, Rhinoceros, il y en a plein d'autres, hein, voilà, c'est les plus célèbres. Donc on apprend à l'école également. Donc là, on va vraiment travailler au millimètre, hein, pour, commencer à dessiner réellement le projet et puis on va également mettre les teintes dessus, voire faire une 3D, pour que le client commence à plus s'imaginer le projet, par rapport à son univers. Alors, on ne va pas jusque mettre le meuble dans l'espace, dans la pièce, parce que ça, c'est le job de l'architecte d'intérieur ou du décorateur. Dans ces cas-là, si vraiment le client le souhaite, vous pouvez travailler avec quelqu'un qui fait ce genre de choses, hein, qui fait, voilà, avec un architecte ou un décorateur que vous connaissez, et puis vous le proposez au client, et puis lui, il va savoir très bien le mettre dans l'univers. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut que chacun on ait notre job, hein, Bien sûr. voilà, pour fixer aussi des limites. Et puis, bah, on va calculer évidemment la matière dont on a besoin. De là, il y a aussi des logiciels, hein, qui vont nous permettre de nous aider, hein. Il faut connaître comment on va construire ce meuble. Mais dans cette première étape, donc on va rentrer toutes les pièces dont on a besoin avec les matières en face. Et puis, le logiciel va nous calculer combien on a besoin de matière. Et puis après, il faut calculer le temps homme, hein, ça c'est pas non plus tellement facile, de se dire bah, combien de temps je vais passer pour fabriquer ce meuble, pour évidemment le livrer et l'installer. Là, on arrive à l'étape du devis qu'on communique au client. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un devis, s'il te plaît? Ah, un devis. Donc là, on va chiffrer, hein, clairement, on va chiffrer avec tous les prix, hein, avec tous les prix, le prix de la matière, le prix de la quincaillerie, le prix de la finition, le prix de la fabrication, le En gros, avant de faire, tu dis combien ça va coûter pour eh savoir oui, si le client, suit ou pas. c'est ça, tout à fait. Voilà. Ensuite, bah, si le client suit justement, ben, signature du devis, versement de l'acompte et puis, là, on va prendre les codes définitifs, de l'espace, et puis, ben, on va rentrer dans s'il y a des petites modifications de plan à faire, on les fait par rapport à cette dernière prise de cote et puis ensuite, ben, c'est là où on arrive dans le numéro 3, la fabrication. Alors, peut-être qu'il y a des questions sur la partie numéro 2 ou pas? Non, 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 non. Pour l'instant, je regarde le chat, il est toujours avec moi. N'hésitez pas à poser des questions, mais pour l'instant, on n'a pas de questions par rapport à ça. Je te laisse OK. continuer sur la fabrication. Fabrication, ben, il faut savoir que, par exemple, entre un devis et puis après la phase de fabrication, il y a quelques mois qui se passent, hein, parce qu'on a Ouais. toujours, quand même, un planning, bah, selon les périodes, hein, qui va de 3 mois, 6 mois, voire, plus, pour, la mise en place, de la fabrication. Donc c'est pour ça que je Mmh. dis planning, hein, au début, bah, pour bien mettre le client dans le planning et puis, il va falloir anticiper également, sur la partie, commande de matière justement. Il y a des matières, où il faut un petit peu de temps pour les avoir. On sait qu'en ce moment, bon, aussi, il y a des petits ajustements là au niveau des timings matières, et puis on va s'organiser à l'atelier. Ici, on travaille, on est 5, et donc ben, soit on se partage le travail, sur un même projet, soit quelqu'un va travailler de A à Z sur son projet. Alors ça, je dirais que c'est pareil, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, hein. On peut travailler chez un ébéniste qui a beaucoup d'employés, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, voire plus, hein. Il y a des très grosses entreprises. Ou alors, comme nous, une entreprise plus taille humaine, 3, 5. Et donc, on ne travaille pas forcément de la même manière.
Heu, dans les petites équipes, en fait, l'ébéniste qui est en charge du projet, bah, bien souvent, gère le projet de A à Z. Il se fait aider également sur certaines parties où il faut travailler à 2, où il faut faire le montage, sur la partie installation aussi, par exemple, où on va à plusieurs. Mais il travaille sur un projet, on peut dire, de A à Z. Dans une grosse équipe, c'est plus séquencé que ça. C'est D'accord. c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, dans certaines entreprises qui sont postés sur un outil de travail. Donc il y a quelqu'un qui va s'occuper par exemple, de faire toute la partie bureau d'études, de plans. Chacun s'occupe d'une seule chose et il le fait toute la journée, quoi. Et oui, après il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire les découpes. Après, il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire, les assemblages. Et puis après, il y a quelqu'un qui va monter ce projet et puis il y a quelqu'un qui va s'occuper des finitions. Donc et puis à la fin, il y a l'équipe d'installation. Les gens qui ont fabriqué ne vont pas forcément en installation, c'est une autre équipe. Voilà, ça c'est dans les structures plus importantes. Alors je pense qu'il faut tester les 2. À un moment donné, quand on a son diplôme, alors on peut ressentir les choses aussi, mais déjà, bah, est-ce qu'on veut travailler, est-ce qu'on se sent mieux dans une très grosse entreprise ou dans une plus petite, à taille humaine? Voilà, ça c'est chacun peut ressentir les choses et puis justement la méthode de travail. Est-ce que je préfère gérer mon projet de A à Z, ou est-ce que je préfère faire, une tâche, voilà, avec des outils que je connais bien Oui, ce que tu et es en train de dire, c'est qu'il y a plein de manières de faire, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent différemment et même s'il y en a une qui nous plaît pas, ça veut pas forcément dire que le métier en lui-même, entre ébéniste, nous plaît pas. C'est, juste il y a des manières de faire, on ça c'est comme dans toutes les entreprises, hein, oui, finalement, il oui, faut voilà. trouver, l'entreprise qui a l'ADN, enfin qui a la manière de faire avec laquelle on match, avec laquelle on Ouais. fonctionne, quoi. Et je vois une question dans le chat par rapport à ce que tu disais sur, recevoir, le matériel, le bois. Comment vous faites face à des imprévus au cas où vous ne recevez pas les matières à temps? Et oui, ça peut arriver. On essaie que ça arrive pas, mais oui, ça peut arriver. Bah, dans ces cas-là, on est obligé de décaler, hein, on est obligé de décaler, on Ouais. fait de la gymnastique de planning. On explique au client, il faut toujours appeler le client pour lui expliquer, Mmh. ça c'est important, le tenir informé. Le silence, c'est pas la bonne méthode, il faut parler. Donc Mmh. voilà, bah, on explique qu'on a un imprévu et puis surtout, on lui redonne une nouvelle date. Donc avant ça, on garantit bien avec le fournisseur que cette fois-ci, il va pouvoir nous livrer, à cette date-là, qu'il s'engage vraiment à ce que ça soit fait, et puis on replanifie avec le client, quoi, hein. Alors Mmh. bon, on travaille sur un métier où, aussi, bon, un décalage, oui, ça peut être gênant quand un client vient d'emménager, par exemple, parce que, bah, là, du coup, il va emménager et il faudrait bien son meuble. Si c'est quelqu'un qui se fait faire un nouveau meuble, c'est moins urgent. Bon, c'est pas plaisant, hein, d'être décalé, mais bon, voilà, il y a une contrainte. Si c'est un emménagement, c'est plus difficile, on essaye de faire le maximum. Heu, on a connu là, hein, on a en ce moment des décalages de matière parce que, comme vous le savez tous, on en entend parler à la télé, il y a des petits soucis d'approvisionnement. Bon, ça nous est arrivé là, par exemple, d'avoir tout fini et de pas pouvoir installer les portes parce que bah, on ne reçoit pas les charnières, parce qu'en ce moment, il y a des tensions sur le métal. Une autre fois, on n'a pas reçu l'essence de bois, le Wenge n'était pas disponible. Alors, si c'est un décalage d'une semaine, c'est pas très grave. Là, dans le cas concret, ben, les clients, ils rentraient dans l'appartement, la matière, elle était décalée de 3 mois. Et je rebondis, parce qu'il y a une autre question dans le chat par rapport à ça, c'est est-ce que vous faites des gestes commerciaux dans ces cas-là, quand vous décalez? Est-ce que vous proposez quelque chose ou ce Alors serait voilà, plus ouais. Alors, ce qu'on a fait, par exemple, sur ce cas concret, c'est qu'on a fabriqué des portes dans une autre matière. d'accord. Ce qui nous a permis de pouvoir installer le client à la bonne date. Et quand la matière est arrivée, on a fabriqué les portes dans la bonne matière et puis on est allé changer les portes dès que c'était fabriqué. Voilà. Tout ça Mmh. pris en charge par la société, bien entendu. C'est pas la faute du client, c'est pas à lui de subir cette charge supplémentaire.
Bien sûr, et avant de passer au quatrième point, je lis que depuis le début, je suis passionné par ce que dit Hervé. Je crois que je vais changer d'orientation scolaire. Donc déjà, tu as déjà réveillé des passions, donc c'est cool. Merci Je vais beaucoup. te laisser continuer sur le 4, l'installation chez le client. Donc là, j'imagine que c'est vraiment la dernière étape, Alors, celle où on moi, voit oui, si tout est pour bon. la fabrication, hein, montage, ajustement, assemblage, c'est toutes les étapes. La finition d'un meuble, c'est très important aussi. Il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui se spécialisent après l'ébénisterie dans la finition pour faire des lacs, pour faire des vernis brillants. Voilà, ça peut être aussi une spécialisation. Ça nécessite aussi un matériel spécifique avec une cabine. Hein. Les cabines, comme vous pouvez imaginer, où on peint les voitures au pistolet, là. Hein, donc voilà, c'est des cabines pour vraiment donner une très belle finition. Je dis ça parce que un meuble peut être extrêmement bien fabriqué, très beau. Vous imaginez si on rate à la fin l'étape de finition, voilà, le meuble, malheureusement, il n'est plus très beau. Hein, le côté visuel, donc c'est une étape extrêmement importante. Toutes les étapes dans notre métier sont importantes. Et il faut, voilà, hein, et puis ensuite, le montage final, on monte d'abord ici à l'atelier pour voir si tout va bien. Et puis, si tout va bien, on, on démonte, on emballe pour qu'il n'y ait pas de, justement, de risque de choc ou choses comme ça. Il faut savoir que, voilà, un petit choc, c'est des heures de travail avant et ça veut dire qu'il va falloir reprendre. Ça fait jamais plaisir, quoi, parce qu'on y a passé des heures. Donc, cette partie emballage, pareil, c'est important de bien y prendre soin. Et puis Et ensuite, d'ailleurs, avant de passer donc au quatrième point, la question c'est comment se compose ton équipe en fait? Il y a combien de personnes? en tout, on est 5 à l'atelier. Donc, D'accord. et après, je vais y revenir. Je vais vous donner les profils justement dans un Eh ben, second. alors on y reviendra tout à l'heure. Je te laisse terminer avec le quatrième point. Et quatrième point, bah, j'ai tenu à à en parler parce que, par exemple, c'est quelque chose que j'avais pas forcément appréhendé, moi, quand j'ai choisi de faire ce métier. Ouais, Bah, bien évidemment qu'une fois qu'on a fabriqué, que le meuble est tout beau et prêt pour aller chez le client, si on est dans une équipe comme ici, où on fait de A à Z, eh bien, il va falloir aller installer chez le client. Installer chez le client, ça veut dire aussi charger le camion, monter à l'étage les outils, le meuble, les différents éléments, les ouais. tiroirs qui sont encore démontés, etc. Et de faire toute cette partie installation. Je dis ça parce que je ne l'avais pas appréhendé et justement au début, dans mes stages, j'avais trouvé ça un peu dur, surtout qu'à Paris, bon voilà, c'est pas toujours évident, hein, c'est dans des escaliers, voilà, où il y a pas beaucoup de place et je me disais: «Non, mais moi, j'ai pas choisi de faire déménageur, hein, j'ai choisi ébéniste». Bon, c'est pas forcément la partie qu'on aime le plus dans notre métier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste une toute petite partie, en fait, juste avant l'installation. Donc, bah, comme dans chaque métier, il y a des opérations et des étapes qu'on aime et puis il y en a d'autres qu'on aime moins. Donc, ça, je pense que c'est dans tous Normal. les métiers. Bon, ça, c'est l'étape que moi, j'aime le moins dans mon job. Mais après, une fois qu'on est arrivé chez le client, c'est magique parce que vous oubliez tout ça, parce que vous commencez à poser en fait les meubles, vous commencez à bien tout ajuster, à faire les dernières petites finitions avant que le client soit là et que vous lui présentiez ou que vous voyez avec le décorateur ou l'architecte. Et là, il y a l'étape magique, quoi. Il y a l'étape où le client vous dit oh là là, Hervé, c'est super, voilà, j'avais pas imaginé comme ça, mais c'est encore plus beau que sur le dessin. Et voilà, bon, là, franchement, euh, vous y avez passé des semaines, des fois plus que des semaines sur cette fabrication et vous avez vu toutes les étapes d'avant. Donc, il s'est passé quand même, voilà, entre la première rendez-vous où vous commencez à crayonner et puis l'étape où bah, c'est le final et vous expliquez au client, voilà, ça y est, c'est en place. Ben, ouais, il y a la reconnaissance du client, en fait, c'est hyper valorisant, mais c'est également un immense plaisir en fait que vous recevez et voilà, en gros, vous livrez
un nouveau bébé au client, quoi, et c'est extraordinaire. Et là, bah, c'est fini, il vous appartient plus, c'est le client, c'est son objet, mais vous êtes ravi. Eh ben, merci pour, cette description un peu, tu nous as fait vraiment le début, le milieu, la fin, tout le monde a compris dans le chat, je vois, c'était vraiment super intéressant. Mais comme on a d'autres slides, on va avancer un Ouais, peu, dans OK. le chat, sinon on va pas réussir à terminer. Alors, avant d'ailleurs de passer à ton parcours, tes études, le cheminement, enfin comment tu en es arrivé là, il y a une question: «Est-ce que c'est chez toi ou à ton travail? Parce que c'est trop beau», on me dit dans le chat. Alors c'est à l'atelier. D'accord, Voilà, on est à l'atelier, l'atelier, bah, comme je vous ai dit, ouais, on a la chance d'être en plein cœur de Paris et on est sous une voûte, qui est, ouais. monument historique, le viaduc des Arts, et donc c'est un très beau lieu pour travailler tous les jours. Ça apparaît sur votre écran à droite si vous voulez aller taper sur Google pour voir un peu Viaduc des Arts à Paris, près de Bastide. Ouais, 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 c'est franchement, superbe. Alors, c'est un lieu magique parce que, notamment, voilà, ça fait plaisir de venir y travailler tous les jours déjà, hein, bon, voilà. Et puis, bah, je pense que c'est un lieu qui inspire aussi, hein. On est dans ce bâtiment avec toutes ces pierres, et c'est tout simplement, enfin, moi, je ne me lasse pas tous les jours quand je rentre, c'est waouh à chaque fois que je pousse la porte, quoi, donc tous les matins. Donc, J'imagine, on le sent, à ta voix et ben, pour peut-être, un jour faire la même chose que toi, on aimerait maintenant connaître un peu ton parcours. En commençant par tes études, est-ce que tu peux nous dire quel bac tu as fait et après, quelles études tu as alors suivies? j'ai commencé par un bac, A3 à l'époque, c'était Ouais. musique, et puis en fait, j'ai pas continué sur cette voie. J'ai suivi un bac G, Qu'est-ce que ensuite, c'est un bac G? et alors ensuite, bac G, c'était économie, mais pour être honnête, je suis pas allé jusqu'au bout, donc Ouais. voilà, et puis ensuite, j'ai choisi, en fait, mon parcours a été, un peu dicté, enfin pas dicté justement, j'ai suivi en fait, les opportunités, voilà, qui se sont offertes à moi, par des stages. Donc, j'ai d'abord commencé chez un avocat, et puis ensuite, j'ai complètement changé. Je suis allé dans l'informatique, et là, j'ai été formateur sur des logiciels, et puis, ensuite, et ben, j'ai évolué, dans cette société. Donc, je suis devenu, chef de projet, et puis ensuite, de là, j'ai suivi des cours en interne dans cette société. Cette société m'a payé aussi des formations à l'extérieur où j'ai suivi un diplôme de management. Et puis à 40 ans, hein, on va faire court parce que cette période-là, elle est finie. À Ouais. 40 ans, j'ai décidé de changer parce que je ne me reconnaissais plus dans le monde de l'entreprise. Donc, et là, ça a été difficile de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire. Euh, alors, je me suis un peu retrouvé dans votre situation, en fait, à 40 ans. Il fallait que je m'oriente. Et c'est pas facile de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour X années à venir? Alors, sur cette petite partie, quand même, je voudrais juste vous dire, c'est important de choisir ce qu'on a envie de faire. C'est important de venir tous les matins et d'avoir le plaisir de faire un métier qu'on aime. Et j'ai beaucoup aimé également le métier que j'avais choisi avant, même si ça a été guidé par des opportunités. J'ai adoré mon métier. Mais à 40 ans, j'ai décidé de changer et de reprendre le chemin de l'école. C'est possible. Donc, choisissez un métier qui vous plaît, qui vous intéresse, que vous aimez, que vous ressentez, mais c'est pas facile parce que voilà, mais essayez celui qui vous le plaît le plus. Et puis, ne vous dites pas que de toute façon c'est pour la vie, hein, parce que il est possible de changer. Alors évidemment, on ne change pas tous les ans ou tous les 2 ans parce que voilà, mais vous voyez, à 40 ans, j'ai choisi, j'ai fait un parcours totalement différent. Et là, bah, j'ai commencé par faire une formation, une pré-formation pour voir si le job me plaisait dans un atelier qui s'appelait l'atelier de la vie, ce qui était également un groupe de formation. Et puis j'ai découvert ce métier. Je voulais à la fois dessiner, je voulais pas perdre le contact avec les clients que j'avais eu dans mon ancien métier. Je voulais par contre fabriquer quelque chose et à la fin pouvoir me dire que voilà, je l'avais. Parce que dans mon ancien métier, les logiciels, bon,
c'est plus abstrait. Donc, Et on voit que tu as fait une formation, d'ébéniste, plus tard justement pour réaliser, ce rêve et Laura me demande, est-ce que, vous avez une idée du coût des formations ébénistes? alors, à votre niveau, en fait, les formations d'ébénistes, en fait, il y a des écoles publiques, et vous avez plein de formations différentes. Moi, j'ai décidé de faire une formation pour adultes puisque à 40 ans, du coup, il fallait, il y avait plusieurs voies qui s'offraient à moi, mais j'ai choisi, de faire la formation à l'école Boulle pour adultes. Maintenant, dans votre parcours, quand vous êtes jeune, vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire de commencer soit en apprentissage et là, vous avez une période à l'école et une période chez un patron, donc ou alors de suivre, une formation, dans une école comme l'école Boulle ou comme dans un je ne sais plus comment on dit, hein, dans un lycée professionnel, voilà. C'est ça. Et voilà, à Paris, on a, l'école Boulle, la Bonne Graine, on a alors là, pareil, ça sera à vous de choisir. Est-ce que vous voulez plutôt suivre un parcours où vous avez une partie en entreprise et une partie à l'école qui est l'apprentissage? Ou est-ce que vous voulez plutôt être dans un milieu plus scolaire et puis vous avez des périodes de stage en entreprise? Toi, c'est ton cas, comme je le lis, tu as fait quelques stages, un peu tu en as fait combien de stages pendant ta scolarité? Bah, alors moi, j'avais 2 stages durant ma période. Ouais, Les jeunes ont un petit peu plus que ça, hein, puisque ça dure plus longtemps. Donc vous avez un petit peu plus ça. Vous avez 2 stages sur les par année. d'accord. Donc du coup, voilà. C'est là, ça c'est pareil, ça sera à réfléchir. Il faut rencontrer, il faut aller discuter avec les écoles, il faut, mais chacun va se sentir, il y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Je pense que la solution, elle doit être adaptée à ce que vous, vous ressentez. Ça, c'est important, hein. Si Et vraiment vous voilà, enfin pour avancer, hein, oui, parce qu'il nous reste pas mal de choses, Hervé, alors on à y va, traiter, vas-y. dans le live. Tu as créé ton atelier, ça tu nous l'as expliqué en 2010 Oui, et en fait aujourd'hui, donc tu diriges un atelier, une équipe de 5 personnes. Ça sera intéressant pour répondre à la question de tout à l'heure que tu nous dises, je vois que tu les as écrits, bah, les différents profils qu'il y a. et oui, alors on a, 5 personnes. On a un ébéniste compagnon du devoir, donc Johan, qui est notre chef d'atelier, D'accord, et Johan, lui, en fait, a démarré, chez les compagnons, donc en ouais, apprentissage, donc à la fois, à l'école et à la fois donc chez un patron. Donc d'accord, les compagnons du devoir, c'est une formation, qui dure sur plusieurs années. Ensuite, après, il y a la possibilité de faire un tour de France pour justement, là, aller travailler dans différentes entreprises où on enrichit, toutes ses compétences et ses connaissances, notamment au niveau des régions. Il est possible également d'aller à l'étranger. Johan est allé en Nouvelle-Zélande pendant mmh. cette période-là et puis ensuite il est rentré à Paris. Ensuite, on Ensuite, a oui, DMA, qu'est-ce que ça veut dire un DMA. ébéniste DMA? Alors DMA, c'était l'ancienne dénomination, hein, Ouais, on a un ébéniste donc qui est Paul, qui a, lui fait l'école Boulle, donc il a quand même même que un toi. CAP en 2 ans. Ensuite, il a fait un brevet des métiers d'art, donc on appelle le BMA en 2 ans et puis ensuite il a fait un diplôme des métiers d'art, à nouveau en 2 ans. Alors maintenant, ce DMA a été transformé il y a très peu de temps par quelque chose qui s'appelle le DMAID, et qui permet notamment, d'avoir des passerelles, pour après, par exemple, après avoir obtenu, son DMAID, pouvoir aller, dans des écoles de design, pouvoir aller voilà, il y a plein de passerelles après qui s'offrent puisqu'il y a des équivalences en fait qui ont pu être créées avec ce nouveau diplôme. C'était important parce que sinon, c'était plus difficile de pouvoir après continuer, et donc c'est possible. Vous voyez, vous pouvez ensuite vous diriger vers d'autres voies après avoir fait cette partie. Alors vous pouvez vous arrêter aussi, hein, au cours du parcours, voilà, Mmh. c'est selon ce Et que vous avez envie de faire, mais ça je pense que vous le saurez quand vous bien sûr. démarrez. Est-ce que Ça, on le ressent quand on travaille, c'est avec l'expérience, c'est aussi les voilà, hein? sensations qu'on a, On peut aller sur jusqu'au le tas. CAP, on peut aller jusqu'au brevet des métiers d'art, on peut continuer pour aller jusqu'au DMED et puis après on peut continuer pour, faire une autre formation. Et Certes, on peut pratiquer très jeune puisque tu as 2 apprentis aussi, c'est voilà, ça? donc là on a un apprenti on a un bébé qui est Maxence, qui a Ouais, 15 ans
qui lui démarre donc par son CAP. Alors, une chose importante avec Maxence, c'est que justement, je viens de dire, il a 15 ans. Et avant, on pouvait démarrer à partir de 16 ans. Sauf que Maxence, il sait depuis le début là, qu'il veut être ébéniste. Donc, il fallait pas qu'il attende ses 16 ans parce que de toute façon, sinon, ben, il allait faire quoi? Il allait attendre, redoubler ou faire quelque chose qui n'allait pas lui plaire. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité justement avant 16 ans de pouvoir démarrer en apprentissage euh, avec une école aussi. Donc là, il est une semaine à l'école et 3 semaines avec nous en entreprise. Et puis, il va faire, lui, son CAP, du coup, en 3 ans et non pas en 2 ans. Mmh. Et ensuite, on a un autre apprenti qui a déjà son CAP et donc qui, lui, est également en apprentissage, où il fait 2 semaines à l'école et ensuite 3 semaines ou 4 semaines selon les emplois du temps D'accord. avec nous, et qui prépare son brevet des métiers d'art. OK. Voilà. OK. Vous voyez, Eh là, ben, très là, vous bien. avez un peu tout le panel dans Eh la. ben, merci de nous avoir tout présenté. On a un peu le choix, quoi. Tu nous as fait le truc à la carte. On a tout vu. Ça, c'est super cool. Et on va continuer le live. On va poser les questions qu'on t'a pas posées. Alors, on va pas toutes les poser parce que il faut quand même qu'on termine. Il nous reste 2 slides très intéressantes, mais une que j'avais envie de te poser parce que je pense qu'elle est indispensable. Est-ce que, en tant qu'ébéniste, il faut savoir parler des langues étrangères? Parce que j'imagine que vous travaillez peut-être pas qu'avec des Français. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? C'est un plus, hein. C'est un plus, mais c'est pas indispensable donc. C'est pas indispensable. Quand on a des clients étrangers, bien souvent, on a également un architecte et un décorateur qui sont sur le dossier, qui eux, forcément, ont un anglais très fluent. Ouais, Donc, c'est pas primordial. Évidemment, dans tout job, je pense que c'est un plus. bien Mais sûr. voilà, on ne peut pas tout savoir faire. Ici, à l'atelier, on a la chance d'avoir Johan qui est allé en Nouvelle-Zélande. Donc, évidemment, il peut dialoguer sans problème Et avec. d'ailleurs, est-ce que vous faites beaucoup de déplacements pro? On fait des déplacements pro, on en fait quelques-uns. On n'est pas, on n'est pas une petite société, donc une petite atelier, donc on n'a pas forcément des déplacements très très loin. Donc ça reste dans Paris, la région parisienne. De temps en temps, on sort à l'extérieur. Hein. On va, voilà, de temps en temps, on peut aller chez des clients à Saint-Tropez, à Megève, voilà. Mmh. C'est parce que c'est des clients chez qui on a travaillé à Paris et qui nous demandent de travailler sur leur résidence secondaire. Ouais, bien sûr. OK. Hein. Et ben, on va continuer, on est bientôt, on se rapproche de la fin, mais on t'a aussi demandé et c'est une question que j'ai vu passer dans le chat, hein, j'attendais d'y répondre puisqu'on avait, déjà cette slide. Est-ce que tu peux nous donner un peu, les compétences que tu penses indispensables pour faire ton métier, Alors vraiment là, le 100%, ouais, je me dis, il faut être très minutieux et avoir l'amour du travail bien fait. Ça, c'est très important. Voilà, quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, déjà, on est passionné donc par la matière, on ressent les choses, on a nos mains, le toucher, donc on ressent si c'est bien fini, on a nos yeux pour voir si la finition elle est parfaite, s'il n'y a pas un petit détail qu'on pourrait reprendre. Il faut vraiment le faire comme si c'était pour nous. ouais, Euh, bien sûr. et à partir de là, tout se passe bien. Ouais, ouais. Si vous l'avez fait comme vous le ressentez, comme vous pensez que c'est bien d'être fait, le client va le ressentir aussi. Donc, ça sera vraiment, voilà, ça, c'est très important. Ensuite, écouter le client, bah oui, comme vous avez compris au début, mais d'ailleurs, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on peut se tromper, est-ce que c'est arrivé de se tromper? Ben voilà, en écoutant le client, en dialoguant, ça, c'est une étape très sympa aussi, hein, parce que vous apprenez plein de choses au client, vous lui montrez des essences, il ouvre les yeux, il découvre avec vous, il dit ah oui, c'est une bonne idée, oh là là, j'avais pas pensé à ça. Donc là, il y a un échange, c'est extraordinaire, quoi. On échange autour du métier. Il faut aussi expliquer, bah, ça non, on ne peut pas le faire parce que ça ne va pas bien s'accorder ou je ne peux pas faire ce type de finition avec ce type de matière. Et il y a un Oui, oui. échange qui En se fait, fait. c'est un juste milieu entre ce que veut le client et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut Voilà, réaliser. Donc, il y a une écoute certaine, mais il y a aussi, il faut savoir imposer des idées parce que des fois aussi, j'imagine que le client ne sait pas ce qu'il voudrait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne connaît pas
il connaît pas le bois peut-être? Enfin, il connaît Bien pas, sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est à nous justement de lui faire découvrir les choses. exactement, C'est ça le côté sympa, c'est, de faire découvrir et puis de ouais, partager quoi, de partager, justement les choses. C'est pour ça que je dis être force de proposition. Heu, voilà, il faut proposer les choses et puis, bah, voir ça vous plaît, ça vous plaît pas et puis on commence à construire ensemble. Et c'est pour ça, il faut écouter et puis pas hésiter à proposer. C'est ça aussi notre job. Proposer des choses, faire connaître, c'est important et puis ça crée vraiment un moment de partage qui est passionnant avec le client, quoi. Le travail en équipe, bah oui, le travail en équipe, c'est super important. Déjà, il y a X manières de pouvoir faire, la même réalisation avec des assemblages différents. On fait ouais. jamais la même chose tous les jours, donc ça aussi, c'est très important dans notre job. Un jour, on va fabriquer un lit, un jour, on va fabriquer une armoire, un jour, on va fabriquer une table, un jour, on va fabriquer un bureau. Donc il y a pas d'ennui. Oui, oui. Bah là, justement, il y a plusieurs méthodes de fabrication. Est-ce qu'on met plutôt tel type d'assemblage? Est-ce qu'on va utiliser plutôt tel type de colle? Ah, c'est telle matière, donc cette finition-là, elle s'accorde mieux avec cette matière. On commence à faire des échantillons. Et puis, bah, on échange. Tiens, tu as déjà essayé, toi, avec telle matière, telle finition? Ah ouais, ouais, bah non, celle-là, je te la déconseille, ça s'est pas bien passé, ça rend pas bien, ça ressort pas bien le bois. Bien Et donc sûr. hop, et vous voyez, et du coup, c'est c'est, heu, c'est important parce que, ce travail en équipe, il apporte énormément. Alors nous, en plus, vous voyez, on n'a pas dans l'équipe là, on n'a pas appris tous de la même manière. Un est allé au compagnon du devoir, un à l'école boule, un autre à la bonne graine. Du coup, forcément, on a X entrées en fait, parce qu'on a appris avec des professeurs différents, dans des écoles différentes. Donc du coup, il y a un mélange de compétences là qui se font et c'est extraordinaire cet échange. Eh ben, merci, pour ce partage de compétences, j'allais dire et je vais, passer à la slide suivante et que d'ailleurs ça me fait rebondir, sur une question que j'ai vue dans le chat, par 2 fois. C'est, celle des femmes dans ce métier-là, puisque tu nous as présenté ton équipe et il y a des filles qui demandent: «Y a-t-il des femmes qui font ce métier dans ce domaine?» Oui, bien sûr, hein. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans le métier. Alors, on n'a plus en ce moment de personnes à l'atelier, mais on a eu pendant longtemps Marie qui a fait son apprentissage à l'atelier Mmh. et qui est restée longtemps avec nous. Mais, euh, mais elle a créé son atelier. Donc voilà, elle est partie en Normandie, elle a créé son atelier D'accord. et on est ravis parce qu'au Mais il y contraire, a aucune elle a limite quand une femme, évidemment, il y a aucune limite. non, C'est non, 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 ouais, voilà, non, franchement. Après, j'aime bien aussi parce qu'en règle générale, ça apporte, quelque chose de différent à l'atelier. Il y a des sensibilités différentes donc voilà. En ce moment, bah, c'est le hasard, il y a pas eu de candidate, oui, voilà. à Mmh. recruter mais sinon oui, nous, en plus, on aime bien donc pas de souci, hein, ça Donc se passe allez-y si vous avez envie de faire ce métier, il y ouais. a pas de limite et un autre cliché que tu nous as donné, c'est l'ébéniste est toujours derrière son établi et travaille uniquement à la main. Oui, parce que je dis ça parce qu'en règle générale, quand on nous fait prendre une photo, on nous demande toujours de prendre notre rabot, voilà, J'imagine. et derrière l'établi, bon, bah, non, bon, ou, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, on travaille aussi avec des logiciels, donc et puis il y a aussi aujourd'hui, l'apport de machines, numériques, hein, dans nos métiers. Donc par exemple ici, on a une machine numérique, donc ben, on programme, une fois qu'on a fait notre dessin, on a appris, on a suivi une formation, pour, programmer, sur cette machine et puis, ben, cette machine nous permet de faire notamment, des assemblages, qui sont un peu répétitifs. Quand vous avez une grande bibliothèque à faire, de plusieurs mètres et que sinon, pendant X jours, vous faites exactement le même assemblage, heu, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, voilà, une fois qu'on l'a fait bien une fois, qu'on a tout appréhendé pour que ce soit bien, pour que tout s'assemble bien, bon, bah, la machine, elle peut le faire. Donc ça, voilà, voilà, aujourd'hui, ça peut nous aider. Ça peut aussi nous aider à chercher, à faire de nouvelles formes, à faire des choses qu'on pourrait peut-être pas faire à la main avec des outils spécifiques. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a plein maintenant, il y a plein, plein, plein d'outils et puis de travail de matières différentes, le laser, qui peuvent nous apporter plein d'apports dans notre métier. Donc voilà, je voulais le dire parce que
je voulais pas qu'on pense que, nos métiers oui, bien évidemment, ce sont des métiers de la main, mais on a nos métiers ont aussi évolué, quoi. Les métiers d'art ont évolué, Et c'est ce que tu dis d'ailleurs, le deuxième cliché, enfin plutôt l'affirmation que tu veux faire passer, hein, pour terminer ce live, c'est que l'ébéniste, c'est pas que un peu, exécutant, c'est c'est pas peu un que un exécutant en tout exécutant, cas, c'est aussi un c'est créatif. avant tout de la créativité. Et oui, parce que, bah, vous l'avez vu, hein, dans les étapes précédentes, à un moment donné, il faut savoir aussi, apporter des idées, créer, avoir le coup de crayon, donc il ne faut pas penser qu'on est uniquement, derrière l'établi. C'est aussi un métier de création. C'est ainsi un métier dans lequel on va s'enrichir, on va visiter les musées, on va visiter, on fait les expositions, pour justement pouvoir, ben, voir quelles sont les tendances aussi, les tendances au niveau des matières, au niveau des formes, au niveau des mélanges, des nouvelles matières qui peuvent arriver, le métal, le corian, le Ouais. laiton qu'on va pouvoir agencer. Ou alors carrément des fois, là, j'ai fait une collab avec un collègue plumassier hein, qui lui travaille la plume. Donc on a fait un meuble inspiré des années 30 avec ben, des matières des années 30, ébène de Macassar. Et puis lui, il a fait toutes les portes en plume, alors que lui, normalement, il travaille plus pour la haute couture. Mais voilà, vous voyez. Donc ça, c'était une collab très intéressante. Et là, c'est le créatif qui rentre dedans. Parce qu'il y a aussi des modes de créa comme ça qu'on va faire aussi pour certaines époques de l'année. Donc, par exemple, bientôt, là, on va avoir les Journées européennes des métiers d'art dans quelques jours. Hein. Ça se passe le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril. C'est important, les ateliers sont ouverts. Vous pouvez aller sur le site des Journées des métiers d'art, où vous tapez GEMA, J-E-M-A, vous allez directement arriver sur le site et vous allez voir tous les ateliers qui sont ouverts. Ça, c'est une bonne idée pour justement, durant ce week-end-là, pousser les portes. Les portes sont ouvertes, hein, donc portes des ateliers sont ouverts. Nous, on sera ouvert hein, de 11h à 19h le samedi OK, 2 et le dimanche 3. Et OK. justement, l'Institut national des métiers d'art crée ces journées, parce que c'est parti de la France, maintenant c'est européen, pour permettre bah, aux gens de rentrer des ateliers et puis aussi aux jeunes de rentrer dans les ateliers pour découvrir les métiers. Et là, on organise certains ateliers où vous allez pouvoir vous initier à faire une découpe, à faire de la finition et puis poser des questions, tout simplement. Et ben, je te remercie, le rendez-vous est pris, on va terminer là-dessus, hein. Merci d'avoir donné, ce rendez-vous. J'invite tous ceux qui nous regardent, s'ils ont été intéressés, s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent te voir en direct venir te voir. Avec Je grand te plaisir. remercie énormément d'avoir participé à ce live, d'avoir donné, ben, toutes ces informations, ça a été très riche. Merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à passer très rapidement avant qu'on passe au live suivant? Et ben, j'espère vous avoir donné envie de faire ce métier. C'est un métier de passion et c'est un métier qu'on ne regrette pas, dans lequel on est plongé et dans lequel on a envie de venir travailler tous les jours. Merci beaucoup à tous. Merci, on me dit dans le chat qu'on viendra certainement te voir. Donc, merci beaucoup encore Hervé. Je suis sûr que tu as fait réveiller des vocations, c'est sûr. Je te Merci. souhaite une bonne journée et merci encore Bonne pour tout ce que tu journée. as fait. Merci à tous d'avoir suivi et resté connectés. On va faire un live très bientôt avec Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.